à tous et bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. On se retrouve aujourd'hui pour faire mon bilan lecture du mois de février qui a été un mois plutôt cool. Il y a eu de très bonnes lectures, il y a eu des lectures aussi très bof, donc c'est un petit peu... Voilà, c'est ni un très bon mois de lecture ni un mauvais mois de lecture, c'est... Il y a un peu de tout, voilà. On va commencer par les livres que je vous ai déjà présenté dans mon update lecture que je vous mets juste ici. J'y reviendrai du coup hyper brièvement. J'avais lu Un cœur si loyal et solitaire de Brigitte Kemmerer publié chez Rajo, deuxième tome d'une trilogie dont je vais lire le troisième tome dès qu'il sort au mois de mars, là, donc une quinzaine de jours. Réécriture de La Belle et la Bête, j'avais beaucoup aimé même si j'ai préféré le premier tome. Si vous voulez des avis complets sur tous les livres qui vont venir, allez voir mon update lecture. J'avais également lu le deuxième tome de la saga Monsters of Verity, donc c'est Our Dark Duet, écrit par Vichwa, publié chez Lumen. Là encore plus, j'ai fait une vidéo sur la saga en entier, sans spoil, voilà. En tout cas, voilà, c'était un deuxième tome que j'avais trouvé un petit peu en dessous du premier, puisqu'il y avait quand même beaucoup d'éléments qui auraient pu être exploités mais qui ne l'ont pas été assez à mon goût, donc un peu de déception sur cette fin de duologie. Ça reste Vichwa, c'est juste que je suis très pointilleuse avec Vichwa. Je lui laisse moins passer des choses parce que j'aime tellement ses livres que du coup quand il y en a un que j'adore mais que j'adore un peu moins que les autres, bah je dis que je suis un peu déçue, mais en fait non, c'était une super lecture, mais juste j'ai moins aimé que ses autres travaux, voilà. Ensuite une très belle surprise, Retour au pays imaginaire de Serena Valentino, donc c'est dans la collection Vilain de Hachette Heroes. C'est sur le Capitaine Crochet et pour le coup cette saga là c'est un petit peu ça passe ou ça casse. Il y a certains tomes qui sont très bons, d'autres qui le sont beaucoup moins. Et celui-là est vraiment exceptionnel, et si comme moi vous détestez les étranges sœurs et que vous avez qu'une envie c'est de ne plus en entendre parler, vous pouvez lire celui-là parce que clairement même si elles sont présentes à un moment, elles sont tellement bien intégrées à l'histoire que c'est même pas dérangeant, et c'est moi qui dis ça alors vraiment je peux pas me les voir. Donc voilà, c'est vraiment un tome de cette saga que je conseille à 1000%. Ensuite j'avais abandonné Cruel Illusion de Margie Fuston, donc c'était la version Fairybook très belle, que je vais mettre en vente parce que clairement ça c'était un nom, un gros nom, puisque on est sur Caraval rencontre Buffy contre les vampires mais très mal fait. Puisque les vampires jusqu'à la page 100 et quelques où je me suis arrêtée n'apparaissent même pas, ok on parle de cirque mais qu'en fait l'histoire se concentre surtout sur Ava qui est imbuvable, qui est détestable, qui est vraiment ingrate, et moi je ne peux pas. Quand il y a des personnages que je ne supporte pas, qui fait que ça mérisse le poil, je peux pas continuer l'histoire, et en plus j'ai trouvé que l'intrigue était un petit peu... bof quoi, il n'y avait pas de quoi casser trois pattes à un canard, donc tout ça a fait que clairement j'avais pas envie de perdre plus de temps. Ça a été une grosse déception et j'en étais la première déçue parce que ça m'ambiançait de ouf, que ce soit le visuel ou le synopsis, mais clairement ça l'a pas fait du tout. Par contre j'ai eu un gros coup de cœur pour Ils étaient 7 de Ciel Armard publié chez Cherche Midi, et là on est sur une histoire qui se passe en Australie avec Alicia qui en a marre des book clubs guindés où on parle que des prix littéraires type Gallimard et autres, et du coup elle va décider de monter son propre club qui se concentrera sur les romans policiers, avec notamment pour commencer que des fans d'Agatha Christie, jusqu'à ce que l'un d'eux soit victime d'une tentative de meurtre et qu'un autre soit enlevé, et du coup ils vont décider de mener l'enquête. Je vous en parle plus dans l'update lecture, mais clairement j'ai adoré plus ce roman. C'était vraiment une très chouette histoire et j'ai hâte de découvrir le tome 2 parce que vraiment c'était trop cool comme lecture. Ensuite j'avais lu le livre de février de la maison d'édition Faubourg Marigny dont je suis une des partenaires cette année. On est sur une histoire qui se passe à la fin des années 1800 à Venise, dans une ambiance très sombre, très gothique, très glauque, avec une jeune fille qui arrive en tant qu'aide-soignante et qui va commencer à se rendre compte qu'il y a des choses un peu bizarres dans cette maison, qui va commencer à entendre des voix, voilà. Je n'ai pas été convaincue par cette lecture, pourtant j'admire la plume, je la trouve très sympa, donc je lirai les autres récits de l'autrice, mais il y avait un manque de rythme qui m'a un petit peu dérangée dans ce roman. Et surtout je trouvais qu'on creusait pas du tout assez les bonnes choses, on s'attardait sur des choses qui étaient sans valeur pour moi alors qu'il y avait énormément à faire du côté du passé notamment des personnages, donc
voilà, j'ai été très déçue par ce roman. Et enfin, j'avais lu aussi La fille du docteur Moreau de Silvia Moreno Garcia, publié chez Brajlon. Et là aussi, on est sur un roman d'ambiance qui se passe pour le coup au Mexique, avec la guerre entre les colons et les Indiens, donc les Mayas plutôt, et la fille d'un docteur qui fait des expériences en transformant des humains, en mixant des animaux et des humains pour en faire des hybrides. Il y a toute une thématique au niveau de l'esclavage, toute une thématique au niveau de la montée en puissance de la plume qui devient de plus en plus féroce à l'image en fait des animaux qui composent les hybrides. Il y avait des très bonnes choses, mais pareil, j'ai trouvé qu'il y avait un manque de rythme qui était flagrant et qui n'arrivait pas à... Enfin, disons que les qualités de la plume n'arrivait pas à remonter tout ça et je me suis un petit peu ennuyée pendant cette lecture. Voilà, ça c'était les lectures que je vous avais déjà présentées dans un update lecture où je suis allée très vite dessus. Ensuite on m'a passé à 2 livres audio que j'ai lus. Le premier c'est I'm Glad My Mom Died de Janet McCurdy qui était une star de Disney ou Nickelodeon dans iCarly je crois. Moi j'ai jamais regardé ces séries parce que je pense que j'étais un peu trop vieille pour l'époque. C'était pas très connu en France quand moi j'étais ado en tout cas, enfin jeune ado. C'est l'histoire d'une jeune fille, donc cette actrice qui raconte sa vie en tant que bébé actrice qui fait tout pour plaire à sa mère qui va la maltraiter, l'abuser moralement en lui faisant toujours croire que ce qu'elle fait c'est pour elle et pas pour sa mère alors qu'en fait c'est juste pour faire plaisir à sa mère. Qui va la culpabiliser constamment, qui va lui créer des troubles de l'alimentation en lui répétant tout le temps qu'elle est grosse, qu'elle doit pas manger, qui va lui apprendre à compter et à restreindre ses calories alors qu'elle a même pas 10 ans la gamine, enfin voilà. Toute une palette d'abus sur une enfance qui a rendu la jeune femme en fait complètement déconnectée de la vraie vie et qui était pas du tout bien dans sa peau et en fait... le jour où sa mère est morte d'un cancer, elle a commencé à pouvoir se libérer et à parler de tout ça avec les psychologues qui lui ont dit non mais mademoiselle ce que vous avez vécu c'est pas normal en fait, ce n'est pas ce qui doit se faire. Et j'ai trouvé que c'était un roman qui était très poignant, très dur parfois à écouter, parce qu'en plus moi je l'ai écouté, donc c'est l'autrice elle-même donc qui narre en fait son histoire, sa propre vie, et je l'ai trouvé vraiment très poignant. Il relate beaucoup ce qui se passe parfois, la toxicité qu'il y a dans les relations parentales et je le trouvais vraiment très intéressant. Voilà, donc si jamais vous écoutez en anglais et que ça vous intéresse, il est sur Scribd en gratuit. Le deuxième audiobook que j'ai écouté c'était le 2e tome de Amari, donc c'est Amari and the Great Games par Bibi Alston mais je sais plus le nom en français. C'est l'histoire de la petite Amari qui est une jeune fille afro-américaine qui, à la suite de la disparition de son frère, va commencer à enquêter, va se rendre compte qu'en fait il travaillait au bureau des affaires surnaturelles. Je crois que c'est comme ça en français parce que du coup je l'écoute en anglais donc les traductions de certains termes, je suis désolée si je les ai pas correctement. Et en fait ce bureau il va essayer de cacher les affaires surnaturelles à la vue des humains lambda on va dire, avec des loups-garous, des magiciens, blablabla. Et elle en fait elle se rend compte qu'en plus de ça, avec son frère, ils ont la particularité d'être aussi des magiciens. C'est très mal vu au bureau des affaires surnaturelles et s'ensuit une flopée d'événements dont je ne vous parlerai pas par peur de vous spoiler. Qu'est-ce que j'ai pensé du 2e tome? Il était très sympa mais j'ai pas été... je l'ai pas trouvé palpitant, je l'ai trouvé un peu plat, voilà. J'ai pas trouvé qu'il était rempli d'enjeux si faramineux. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de redites avec ce qui s'était passé dans le 1er tome et du coup j'avoue que j'ai trouvé qu'il était un petit peu en deçà du 1er tome. Si jamais il y a plus de 3 tomes, je sais pas si finalement je continuerai la saga. J'avais beaucoup aimé le 1er tome, mais là je suis vraiment restée sur une impression de bof. Mais voilà, c'était pas exceptionnel. C'est dommage, hein, parce que vraiment le 1er tome je l'avais bien aimé. Est-ce que je l'ai écouté au mauvais moment? Est-ce que j'étais pas assez concentrée? Je ne sais pas. Parce que c'est vrai que les audiobooks, d'autant plus, ça peut être...
ça peut influencer là-dessus si jamais on est fatigué ou pas concentré, mais voilà, j'ai été un peu déçue par ce deuxième tome. On va passer au livre papier et le premier que j'attrape c'est Keleana, le premier tome, donc l'assassineuse, écrit par Sarah J. Maas et publié à La Martinière Jeunesse. C'est une relecture puisque j'avais déjà lu Keleana il y a trop longtemps, beaucoup trop longtemps, très longtemps, octobre 2020 il me semble, voilà, puisque je l'avais lu quasiment juste après l'avoir acheté. J'étais restée sur une impression de très bof, ce qui explique pourquoi je n'ai jamais continué cette saga, alors que j'adore ACOTAR, que j'adore Crescent City. Mais là je me suis dit ok, j'ai beaucoup de monde que j'ai entendu qui m'ont dit que la saga se bonifiait vraiment avec le temps, que ça valait le coup, qu'il fallait, et en plus il y a certains éléments dans Crescent City qui m'ont fait comprendre qu'il fallait quand même que je la lise, voilà. Donc j'ai décidé de la reprendre, j'ai lu le premier tome et j'ai essayé de lire un tome par mois jusqu'à la fin, sachant que le 6ème, donc avant-dernier tome, va sortir cet été, et ensuite je pense que le dernier tome sortira l'année prochaine, mais au moins voilà, j'aurai bien dégommé la saga. Et la relecture a été tout aussi bof que la première lecture, puisque j'ai trouvé ça vraiment pas terrible. Je sais que c'est son premier écrit qu'elle a écrit en fait il y a très longtemps, puisque c'était 2012 quand même, hein, donc on était dans une autre époque, hein, avec des clichés, voilà, on était sur des thématiques qui se font plus trop maintenant, et ça se sent vraiment, ça se sent énormément. Voilà, c'était pas terrible. On va suivre Keleana, qui est une assassineuse qui est enfermée dans des mines de sel et qui va être délivrée sous condition de participer à un tournoi pour déterminer qui sera le prochain assassin du roi. Et du coup, au lieu de passer sa vie enfermée, elle ne devra donner que 5 ans de sa vie au service du roi, et après quoi elle sera libre. Donc elle se dit ok banco. Qu'est-ce qui m'a dérangé dans ce tome, à part les clichés très gros, le triangle amoureux pas très bien fait, je suis vraiment pas tendre, hein. J'ai trouvé que Keleana était insupportable. J'ai trouvé qu'elle était vraiment too much, vraiment too much. Ça se la joue badass, ça répond avec insolence tout le temps, et en fait j'ai trouvé que c'était trop, que c'était pas crédible, que juste j'avais envie de lui mettre des baffes alors que je suis censée l'apprécier et espérer qu'elle gagne, mais en fait presque pas en fait. Voilà, je l'ai trouvé vraiment pas très agréable. C'est dommage parce qu'en fait du coup là je sais sur quoi me concentrer, et il y a des choses par rapport à l'univers qui sont très prometteuses, mais c'est noyé autour d'un espèce de vide. Voilà, qui est pas... Ça se laisse lire, hein, franchement. Là, je suis vraiment virulente, mais en vrai, ça se laisse vraiment lire. Mais c'est juste que c'est pas incroyable. Et enfin, c'est très bof. Mais il y a quand même des choses qui laissent présager, si elles sont approfondies, des choses très intéressantes au niveau de construction de monde. Et on m'a dit que ça devenait génial, donc je vais continuer, mais j'avoue que ce premier tome est franchement pas terrible, et si jamais c'était une nouvelle saga qui sortait maintenant, clairement j'abandonnerais la saga. Voilà, mais on n'est pas dans cette configuration, donc nous allons continuer, et en mars nous lirons le tome 2 de Keleana. Ensuite, le dernier livre que j'ai lu en février, c'était Une promesse de Givre de Marine Sivan, publié chez Scrinéo. Je l'avais demandé, parce que vous savez maintenant Scrinéo ils font des Google Forms en fait, où une fois tous les trimestres on peut tenter sa chance pour un titre, et j'avais eu la chance d'être sélectionnée pour celui-là, et j'avoue que c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Je vais m'expliquer. C'est une histoire entre un frère et une sœur d'un clan dans la taïga, donc ces étendues de forêt gelée, qui sont séparés, qui sont attaqués par un autre groupe, une autre tribu entre guillemets, et qui vont tout faire pour essayer de se retrouver. Et moi je sais pas pourquoi, mais vraiment je ne sais pas pourquoi, je pensais qu'on était sur de la fantaisie polaire. Quelle a été ma surprise au bout de 150 pages de n'avoir toujours aucune mention de magie. C'est à ce moment là que je me suis rendu compte qu'en fait ça n'était pas du tout de la fantaisie, c'était juste un roman d'aventure entre guillemets, qui se passait dans le Grand Nord.
c'est ma faute, hein, j'aurais dû me renseigner, mais du coup j'étais très déconcertée, décontenancée, et quand je n'ai pas ce à quoi je m'attends, en général j'ai tendance à un petit peu me braquer. Sachant qu'en plus, les romans de ce style un peu aventure, c'est pas mon dada. Quand il n'y a pas de magie, c'est pas mon dada du tout, et j'ai tendance à pas trop aimer, pas être bien dedans. Ce qui fait que pendant la moitié du roman, j'étais là genre mon dieu, mince, mince, mince. Et pourtant je l'ai lu en 2 jours. Hein. Et le deuxième jour, j'ai commencé ma lecture en sachant à quoi m'attendre, et en me disant c'est quand même super pour la saison. Et là ça a fait clic. Là j'ai vraiment passé un bon moment de lecture, là je me suis imprégnée. En plus il y a des descriptions qui sont merveilleusement bien faites, on a vraiment l'impression d'être dans le Grand Nord, hein, d'y être, d'avoir froid avec eux, d'être gelé, voilà. Limite ressentir la flamme en fait des feux de bois, et j'ai trouvé que c'était vraiment très bien fait, c'était graphiquement bien réalisé. Et il y a des thématiques qui sont très intéressantes sur l'esclavage, sur la colonisation, sur voilà, parce que c'est vraiment les thématiques en fait de ce livre, et sur la famille aussi, et sur le fait de devenir ce qu'on attend qu'on devienne, ou de choisir sa propre destinée. Il y avait des thèmes super intéressants, la plume était plutôt jolie, en tout cas elle était bien graphique comme je les aime, donc c'était finalement un bon moment de lecture. Ce n'est pas mon type de roman de prédilection, ce qui fait que même si c'était un bon moment, ce ne sera pas un coup de cœur, ce ne sera pas une lecture faramineuse, mais malgré qu'on partait très mal, j'ai passé un bon moment quand même avec une promesse de givre. Et si vous aimez les romans d'aventure où il n'y a pas de magie, je vous le conseille parce qu'il était vraiment chouette. Il était vraiment chouette si vous voulez vous sentir au plein cœur de l'hiver, lisez ce livre. Lisez ce livre, vous verrez, vous ressentirez vraiment les grandes étendues de glace, les forêts gelées, les lacs qui sont gelés et qui menacent de craquer, voilà, donc c'était une belle immersion en tout cas là-dedans, et même si ça n'a pas été un grand coup de cœur parce que c'est pas mon genre de prédilection, c'était une très chouette lecture. Ensuite j'ai lu, bien avant hein, du coup, Sous un ciel de sucre de Shannon Maguire, publié chez Pygmalion. C'est le 3e tome de la saga des enfants indociles, et cette saga je vous en parlerai encore et encore et encore et encore parce que j'adore cette saga et que je trouve qu'elle est pas du tout assez mise en visibilité sur les réseaux. C'est une histoire qui concerne en fait un univers avec des portes magiques qui vont être la porte d'entrée sur des mondes complètement fous qui sont tous très différents les uns des autres, qui finalement sont en fait les reflets de ce dont l'enfant a besoin à ce moment-là. Par exemple, des enfants qui vont être bridés par une éducation très stricte vont atterrir dans des mondes où il n'y a aucune règle, où rien ne fait sens, où il n'y a aucune logique, parce que tout est possible. Et à l'inverse, des enfants qui ont été complètement laissés à eux-mêmes en fait, qui ne rêvent que d'une chose, c'est d'avoir des règles à suivre, vont être dans des mondes très rigides, très logiques. Enfin, voilà, je trouve ça absolument incroyable la façon dont elle a construit tous ces mondes et la façon dont on y accède. Et surtout, en fait, le début du 1er tome, c'est l'école pour enfants indociles qui rassemble tous les enfants qui sont revenus de ces mondes et qui n'arrivent pas à se réadapter à la vie de notre monde en fait, et qui ne cherchent qu'une chose, c'est d'y retourner, et qui sont malheureux comme tout. Donc dans ce livre là on est à l'académie, c'est le 3e tome, et survient d'un autre monde une jeune fille qui clame être l'enfant d'une certaine personne qui est décédée, et qui est décédée avant d'avoir pu enfanter. Et du coup tout le monde va essayer de pouvoir régler la situation, parce que du coup cette personne est en train de disparaître suite à des événements qui sont passés dans les tomes précédents. Et ceci va nous mener dans différents mondes, dont le sien, qui est un monde de sucre, de gâteaux, de Coca-Cola, voilà, de plein de choses toutes sucrées. Et c'est une saga que j'aime beaucoup parce qu'en très peu de pages, je trouve que l'autrice arrive à nous plonger dans des univers qui sont incroyablement bien construits et fournis. Alors en si peu de mots, en si peu de pages, et c'est ça la force de ces romans. Ce sont des petits romans qui se dégustent presque en une fois, voilà, c'est un moment de lecture ces romans, et j'adore cette saga, je ne peux que vous la recommander. Ensuite je vais vous parler des Serpents Argentés de Roshani Chomsky, publié chez De Saxus. C'est donc le 2e tome de la trilogie des Loups Dorés. J'avais bien aimé le 1er tome qui est souvent comparé à Six of Crows alors que je
n'est pas du tout Sex of Prose. Et là, on était censé partir en Russie, hein. Vous avez une belle couverture hivernale. Quelle déception ce deuxième tome, mais quelle déception! Déjà, je trouve qu'il n'y a aucune... Enfin, il n'y a aucune... C'est un peu... j'exagère. Mais il n'y a pas beaucoup de descriptions qui nous font nous sentir en Russie. Clairement, je trouve que la plume n'est pas du tout graphique à ce niveau-là. Moi, je recherchais une ambiance froide, glaciale, voilà, la Russie. Pour moi, c'était une lecture de saison, voilà, c'est... Mais pas du tout, pas du tout. On en parle très peu. On aurait pu explorer des villages en Russie, pas du tout. On se retrouve dans des couloirs quasiment tout le livre. Vraiment grosse déception à ce niveau-là. D'autant plus que la moitié du livre est un petit peu basée sur je ne te dis pas un truc parce que je ne veux pas te faire de peine, je ne te dis pas un truc parce que je ne te fais pas confiance, et moi je ne te dis pas un truc parce que c'est pas le moment. Et c'est de la rétention d'informations inutile en fait, parce que ça aurait pu faire avancer l'histoire, en fait pas du tout, et on est dans ces espèces de jérémiades pendant tout le long. Je trouvais ça vraiment dommage, et l'action est quasi pas présente, ou alors elle est très répétitive. C'est la même chose que pour le premier tome. On apprend très peu finalement du monde et de l'ordre de Babel. C'est un peu du réchauffé alors qu'on est censé être en Russie dans le grand froid. Bref. Vraiment j'ai été très déçue par ce tome là. Je dirais quand même la fin parce que il y a toute une thématique au niveau des muses qui à la fin du récit ont un petit peu ravivé mon intérêt, et que je pense que voilà, c'est une trilogie, on va lire la fin quand même, mais très déçue. Et puis il y a un truc aussi qui me gêne énormément, c'est que l'auteur va utiliser des dizaines de religions différentes pour construire son intrigue, mais il y a un moment en fait on s'y perd. On parle de religion chrétienne, puis grecque, puis égyptienne, puis... En fait on s'y perd, ça sert à rien d'utiliser autant de choses, autant voilà, en choisir quelques-unes et puis se cibler, ou à la limite une par tome. Mais là c'est vraiment, ça nous abreuve de choses différentes et on s'y perd. Donc voilà, moi j'ai été très déçue par ce tome, et je pense quand même lire la fin, mais de justesse, franchement de justesse, parce que j'ai été super déçue par ce deuxième tome, et j'espère que la fin remontera un petit peu le tout, parce qu'il y a quand même une intrigue assez intéressante à la fin du livre. Mais encore une fois, j'ai l'impression que c'est de la rétention d'informations inutiles, et je trouve ça pas productif en fait dans des histoires, de faire exprès de retenir des informations et de nous dire pendant tout le long du bouquin qu'ils veulent pas dire ça à telle personne. Enfin, c'est bon quoi, donc vraiment j'ai été très déçue. C'est comme ça, tant pis. On va quand même finir sur une bonne note, hein. Oh, j'ai été virulente quand même dans la vidéo d'aujourd'hui, hein. Ça me ressemble pas. C'est ainsi, on va parler de Full Lady Fortune de Chloé Kong, qui est le premier tome de la duologie spin-off de These Violent Delights, qui était une réécriture de Roméo et Juliette dans le Shanghai des années 20. Et là on est dans les années 30, donc pas totalement 10 ans après, parce qu'en fait c'est plutôt 1924 je crois, ou 26, et là on est en 1931, donc voilà. Et on va suivre la cousine de Juliette, donc Rosalinde, qui était un personnage secondaire de la première duologie, qui là va être un petit peu mise à l'honneur, puisque suite à des manipulations génétiques, elle va avoir une particularité, voilà, et va être engagée par le parti nationaliste comme assassine en fait. Et on est en plein milieu des guerres entre les communistes et les nationalistes, et elle va se faire attribuer un partenaire de mission en tant qu'espionne, alors qu'à la base elle n'est pas du tout espionne, elle tue juste des gens. Sachant que dans l'autre côté, chez les communistes, il y a le frère de son partenaire et sa propre sœur qui vont être eux espions pour les communistes. Des gros micmacs. C'était incroyablement génial. Voilà, c'est clairement le genre de livre que je verrais totalement adapté en mode film d'action, un peu noir, voilà, de ces vieux films, vous savez, des années, de ces époques, des films noirs comme ça, que je trouve qui est super bien fait. C'est
très visuel, ce qui fait qu'on a vraiment l'impression de se faire la scène dans la tête. Vraiment, il y a tous les détails nécessaires et pas trop non plus pour pouvoir se visualiser toute l'intrigue, tous les personnages. C'est super bien réalisé. Il y a un slow burn entre les personnages principaux qui est maîtrisé d'une main de maître, puisque ça vient vraiment tout petit à petit et pas genre on ne s'aime pas, on se déteste et du jour au lendemain oh, on s'aime trop. Voilà, ça c'est pas du slow burn ça pour moi, vraiment il faut que ça prenne son temps et ça prend son temps. Ils sont adorablement adorables tous les deux en plus. Les personnages sont super bien travaillés puisqu'ils ont vraiment plusieurs textures, plusieurs couches. Ils sont intéressants, ils ne sont pas clichés, ou alors les seuls clichés qu'il y a dans ce livre sont terriblement bien faits, ce qui fait qu'on n'a pas vraiment l'impression que c'est cliché, c'est pas très grave. Vraiment, je vous conseille ce livre, si jamais vous lisez en anglais, commencez par la saga par contre These Violent Delights, parce que sinon vous allez vous spoiler en commençant par ceci. Mais j'espère vraiment que ce sera traduit parce que c'est tellement beau, c'est poétique, c'est prenant, c'est haletant. Il y avait certains passages que je lisais en apnée tellement j'étais voilà, prise dans l'action et vraiment ça n'arrête pas. Il y a le bon dosage pour moi entre l'action, la description, les personnages, alors que dans la première duologie, vu qu'à la base c'est censé être un livre unique, c'est vrai qu'on a plutôt le premier tome qui est très descriptif et ensuite le deuxième tome qui est plein d'action. Là c'est beaucoup mieux dosé je trouve, parce que je pense qu'elle est partie dans l'optique de faire 2 tomes dès le début. En tout cas vraiment c'est une autrice que je suivrai de très près parce que j'adore sa plume, j'adore ses univers, j'adore sa façon de raconter les choses et ça m'a prise aux tripes en fait ce livre, donc voilà. J'ai adoré vivement la suite, sachant qu'il y a 2 nouvelles qui vont sortir là bientôt pour nous faire patienter jusqu'au tome 2. Mais vraiment, c'est des... Voilà, Chloé Gong, j'adore, je suis méga fan. Et c'est ainsi que s'achève ce bilan lecture de février. Si jamais vous êtes arrivé jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre un petit emoji neige, flocon de neige, voilà. N'hésitez pas à me dire aussi quel est le livre qui vous tente le plus parmi cette sélection. Si jamais vous souhaitez soutenir ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un commentaire et un pouce en l'air. Je vous remercie pour tout le soutien que vous m'apportez à chacune de mes vidéos. Et en attendant la prochaine, je vous souhaite comme d'habitude de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous!